Bienvenue à ce webinaire qui concerne l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé le 30 avril dernier dans le cadre du programme de recherche du PEPR SPLIN pour la décarbonation de l'industrie. Ce programme s'inscrit dans France 2030, dans la stratégie nationale d'accélération de décarbonation de l'industrie. Je suis Fabrice Lemoine, je travaille pour le CNRS. Et je co-dirige le PEPR Splin avec Antonio Pires, qui nous rejoindra un petit peu plus tard, qui est à IFP Énergie Nouvelle. Est présent aussi à ce webinaire Pierre Toschke, qui est chef de programme, qui travaille aussi pour le CNRS, et Jack Legrand, je ne le vois pas sur la caméra, mais qui est responsable d'action à l'ANR. Je n'ai pas réussi à ouvrir ma caméra. Voilà, Jack, je ne sais pas si tu veux dire un tout petit mot. Rapidement, cet ami intervient comme dans le PEPR Spin. Il fait suite à un appel à projet qui est en cours d'évaluation. Et on discutera un peu plus loin des modalités d'évaluation des projets qui seront soumis. On en parlera à la fin de la présentation de Fabrice. Vas-y, Fabrice, je te laisse la parole. Voilà, le webinaire va être organisé en 3 parties. Le programme SPLIN, évidemment, c'est un programme national. Donc, tous les projets qui en seront issus, y compris des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, vont s'inscrire dans le programme, c'est-à-dire vont être rattachés à l'un des actes du programme. Évidemment, va s'inscrire dans la dynamique du programme. Donc, les projets ne vont pas être en silo, ne vont pas être isolés. Deuxième point, on va parler des objectifs et des attendus de l'AMI de 2024. Et puis après, on parlera des modalités organisationnelles, puisque c'est une modalité peut-être un petit peu moins classique que les appels à projets, dont vous avez l'habitude au niveau de l'ANR. Alors, peut-être quelques rappels sur le PEPR Splin pour la décarbonation de l'industrie. Donc, PEPR, c'est Programme et équipement prioritaire de recherche. Vous pouvez évidemment nous suivre sur le web et sur LinkedIn. On y poste un certain nombre d'actualités. Vous avez les références sur le site web du programme qui commence à contenir un certain nombre d'informations. Alors, peut-être pour resituer le contexte, quelques enjeux. Alors, les émissions industrielles en termes de gaz à effet de serre sont évidemment extrêmement importantes, réputées difficiles à abattre. Vous avez les chiffres au niveau mondial, européen et français en termes de pourcentage total des émissions. Des émissions en tout gaz à effet de serre, donc on parle en équivalent CO2, donc sur 51 gigatonnes annuelles d'émissions, donc de flux, pas de stock, hein, bien sûr. Et vous avez un certain nombre d'enjeux dans cet écosystème industriel qu'on a identifié pour ce PEPR. On va commencer par des enjeux qui sont technologiques pour aller vers des enjeux qui sont un peu moins technologiques. Et cet AMI précisément regroupe un certain nombre de composantes qui sont liées à des aspects non technologiques. Alors pour la technologie, le premier enjeu, c'est la chaleur. Dans l'industrie, on a besoin de beaucoup de chaleur. Donc, on doit décarboner d'abord la chaleur qui est produite à 75% par des énergies fossiles. Donc, il y a ma première chose, on peut penser à introduire de la chaleur solaire, à modifier les combustibles en utilisant soit des combustibles qui sont sans carbone, donc typiquement de l'hydrogène, de l'ammoniac, ou de la biomasse, alors qu'il y a un combustible qui a du carbone, mais qui est du carbone renouvelable en quelque sorte, donc qui est plutôt neutre en carbone. L'électricité aussi peut rendre un certain nombre de services, surtout quand on a de l'électricité qui est bas carbone. Euh, il faut s'attaquer ensuite aux procédés. Euh, alors, il faut. Est-ce que vous m'entendez tous? Parce que j'ai un message comme quoi, pour quelqu'un, le son ne fonctionne pas. On t'entend bien, Fabrice. D'accord, donc c'est un problème local, certainement. Donc, deuxième chose, c'est s'attaquer aux procédés. Donc, on va parler plutôt de défossilisation des procédés, sachant que
chimie, on a toujours besoin de carbone, évidemment, donc on ne décarbone pas vraiment, on défossilise, c'est-à-dire on va se passer des combustibles fossiles, donc que ce soit pour les procédés de fabrication du ciment, de production de l'acier ou les procédés de conversion chimique. Là, l'électricité va évidemment rendre aussi des services. Puis comme il y a toujours des émissions incompressibles dans l'industrie, c'est-à-dire des émissions qu'on aura du mal à abattre, donc on aura toujours du CO2 résiduel qu'on va s'efforcer de réutiliser, enfin d'utiliser, de capter d'abord. Donc on a un gros effort sur le captage du CO2 qui peut être dirigé vers de la séquestration géologique, hein, ou alors qui peut être dirigé vers de la conversion, c'est-à-dire l'utilisation du CO2. Donc on a un volet important sur l'utilisation du CO2. Puis d'un point de vue un peu plus méta, on a des questions vraiment d'optimisation. L'industrie émet beaucoup de coproduits qui sont valorisés, plus ou moins bien valorisés, plutôt mal. Des flux énergétiques. On pensait à beaucoup de chaleur qui est perdue, qui est réémise, évidemment, qui nuit à l'efficacité énergétique. Des coproduits non énergétiques, donc des matériaux, de la matière, typiquement, euh, qui pourraient être valorisés. Donc, il y a une question d'optimisation multicritère de ces flux entre différents acteurs industriels, ce qu'on appelle de l'écologie industrielle, ce qui permet d'avoir des gains, évidemment, en termes de matière et d'énergie. Et puis, bien sûr, bah, tout ça, c'est lié, et on souhaite aborder toutes les questions de gouvernance de ces écosystèmes industriels, les questions économiques de financement de la transition, qui est très, très importante, parce que décarboner l'industrie, ça coûte cher. Je vous renvoie à la décarbonation du site d'ArcelorMittal Dunkerque, où l'État investit à parité avec ArcelorMittal pour un montant total de 1,8 milliard d'euros pour décarboner pardon, 30% de l'usine. Hein. Évolution du cadre légal, donc il y a des questions juridiques évidemment, des questions d'impact des politiques publiques, incitation, fiscalité, etc. On peut penser à la taxation du carbone, bien sûr. Et puis, on a tous les impacts qui peuvent être sociaux, sociétaux, environnementaux. Donc, tout ça, ça nécessite aussi d'être traité. Et vous allez voir que ça apparaît évidemment dans cette AMI. Alors, euh, pour dire un tout petit mot sur le programme Stratégie nationale d'accélération décarbonation de l'industrie, et donc spécifiquement le programme PEPR. Donc un PEPR, c'est un programme de recherche qui s'intéresse à de la recherche plutôt de faible maturité technologique, donc plutôt de la recherche de base, avec une vision évidemment finalisée. Hein. Donc on dit qu'on s'arrête à TRL 4. Donc TRL, évidemment, c'est quelque chose qui est quand même très typé pour les technologies, qui n'a moins de sens pour les sciences humaines et sociales. Euh, la dotation budgétaire est de 70 millions d'euros. On a déjà lancé 10 projets ciblés. Ils sont lancés, hein, donc pour 35 millions d'euros. Pour vous donner une idée, c'est 80 thèses, 850 mois de postdoc. Là, il y a un peu d'argent pour le pilotage, de l'ordre de 3 millions, et puis on a 32 millions qui sont affectés à des modalités de type appel à projet AMI, appel à manifestation d'intérêt. Euh, alors, la première vague de l'appel à projet donc, qui a été lancée début 2024, il est en cours d'évaluation par le comité ANR, qui est un comité international. Donc, l'AMI a été lancée au printemps, donc en 30 avril. On aura une seconde vague d'appel à projet début 2025. Et pour donner l'ampleur, c'est environ 40 partenaires, hein, le EPR, donc c'est des institutions. Donc le CNRS et l'IFPEN qui sont pilotes, mais aussi le CEA, l'INRA et le BRGM, l'INERIS. Un grand nombre d'universités et de grandes écoles, ça fait plus de 70 laboratoires impliqués. Alors, pour aller un peu plus dans le fond, il y a 4 axes de recherche. Donc, je vais commencer par les 3 derniers pour donner le premier en dernier, voilà, si j'ose dire. Donc, le premier point, c'est intégrer des vecteurs énergétiques bas carbone dans l'industrie. On voit que l'un des enjeux, c'est décarboner la chaleur. Et donc, l'objectif, évidemment, étant d'augmenter l'efficacité énergétique. Donc, réduire la consommation globalement d'énergie pour avoir
service à peu près identique. Le deuxième, le troisième axe, c'est la décarbonation des procédés. Donc là, on va vraiment s'attaquer aux procédés eux-mêmes pour les décarboner en profondeur et surtout intensifier ces procédés, c'est-à-dire augmenter l'efficacité volumique de ces procédés, que ce soit un taux de réaction chimique, un taux de conversion, etc. On vise essentiellement quatre, quatre types, quatre typologies finalement. Les procédés de conversion chimique, donc on a un gros effort sur la catalyse en particulier, catalyse assistée par différents moyens, que ce soit les ultrasons, l'électricité, les plasmas, etc. Sur les équipements, donc les réacteurs, sur alors des procédés qui sont très très émetteurs, hein, qui pèsent à peu près 12-13% des émissions globales, c'est la production de ciment et d'acier. Et puis enfin, comme ce sont aussi des procédés, le captage du CO2, qui est un procédé en lui-même, dont il faut améliorer l'efficacité énergétique, hein. Donc en gros, diminuer l'énergie mobilisée pour capter une tonne de CO2. Donc en gros, accroître l'efficacité énergétique de ces procédés, l'efficacité matière de ces procédés, donc économiser des atomes, hein. C'est aussi économiser de la matière, donc économiser des ressources, donc aussi économiser de l'énergie et décarboner, évidemment, et transformer en profondeur ces procédés. Enfin, on a un dernier axe, quand on a capté du CO2, il faut en faire quelque chose, donc soit le stocker, donc on peut le diriger vers le stockage géologique. Comme vous le verrez, on est surtout sur des questions sociotechniques, pas tellement sur des questions de géologie, là, dans le PEPR. C'est un choix qu'on a fait dans le cadre de la stratégie nationale d'accélération. Et puis, on a la conversion du CO2 par des procédés alors essentiellement électrocatalytiques, photocatalytiques et biocatalytiques. Et on a toutes les questions de conversion du CO2 en matériaux, donc en carbonate par exemple, ou en polymère. Alors le dernier axe, il est totalement transversal, c'est pour ça que j'en parle en dernier. Il est de nature à arroser finalement tous les autres axes. Il est basé sur le triptyque finalement capteur, donc capteur qui permet d'acquérir de la donnée, en général multiparamètres, qui est couplé à du monitoring temps réel, donc qui doit être traité par des toolbox d'intelligence artificielle pour aller détecter des dérives, des défauts, etc. Et notamment sur l'impact carbone. Modèles qui vont être alimentés par des indicateurs basés sur l'analyse de cycle de vie qui permettra de faire du pilotage en temps réel. On a toutes les questions de faisabilité socio-technique qui vont se greffer. Et puis, à une échelle plus méta, on va s'intéresser aux ensembles industriels et aux flux, aux relations entre flux énergétiques et flux matière qu'il peut avoir, et aux relations avec le territoire, notamment éventuellement les ensembles urbains, les territoires qui peuvent permettre de collecter de la biomasse, et on va parler plutôt d'écologie industrielle. Donc voilà, donc c'est relativement complet. Alors, on a déjà lancé, comme je l'ai dit, 10 projets ciblés. Tous les axes n'ont pas le même nombre de projets. On voit que, par exemple, l'axe 2 sur l'introduction d'énergie bas carbone est assez peu doté pour l'instant. Il y a juste un projet sur la solarisation des procédés, donc l'intégration de solaire thermique dans les procédés. Donc on voit qu'on a 10 projets ciblés. On en a 3 sur le premier axe, donc un sur le contrôle en temps réel, un qui est sur l'analyse de cycle de vie, notamment l'analyse de cycle de vie en temps réel, un autre sur l'écologie industrielle et territoriale, donc sur le développement d'outils d'optimisation particuliers et l'application à un use case. Donc, comme je l'ai déjà dit, un projet sur la chaleur solaire. On a 4 projets sur l'axe 3, donc sur la décarbonation des procédés. Un qui est vraiment typé sur la conversion catalytique et l'amélioration de l'efficacité des procédés de conversion chimique. On en a 3 qui sont vraiment sur le captage du CO2, hein, sur plutôt du captage faible température, mais en disant une électrification relativement massive. Un autre qui est sur plutôt les systèmes, le design de systèmes modulables et modulaires de captage du CO2, donc pour adresser différents types d'émetteurs en termes de volumétrie de CO2 par an.
Et un dernier qui est sur le captage par oxycombustion, donc pour concentrer avec la combustion à l'oxygène, pour concentrer les flux de CO2, donc basés sur deux technologies, hein, les oxyflammes et le chemical looping, donc sur l'utilisation d'un camion porteur d'oxygène, typiquement. Et puis un dernier axe qui est sur la valorisation et le stockage du CO2. Donc on a un très gros projet qui s'appelle Power CO2 sur la conversion du CO2 en carburant et en synthon chimique, en commodité chimique utile. Notamment, ce qu'on vise, c'est les molécules à plus de 3 carbones, hein. Et puis, un dernier projet qui est vraiment sur les enjeux sociétaux du stockage du CO2 onshore ou du stockage terrestre. Voilà, il y a la volonté de l'État d'identifier un site de stockage hors mer du Nord, donc sur le territoire. Et donc, l'idée, c'est de mettre en œuvre toutes les bonnes conditions de développement socio-technique d'un tel projet. Euh, alors, on va entrer dans le vif du sujet, donc les objectifs et les attendus de la l'AMI 2024. Alors, première chose, peut-être pour expliquer un petit peu plus ce que c'est qu'un AMI et ce qu'on attend. Donc, bon, la structure en 5 thématiques qui sont distinctes, et bien, c'est contrasté. Euh, alors, la réponse attendue, dans un premier temps, ce sont des lettres d'intention. On va entrer un peu plus en détail. Donc, c'est un format relativement réduit, donc c'est relativement léger. Chaque lettre d'intention devra répondre à l'une des 5 thématiques de manière principale, mais il est possible évidemment d'adresser plusieurs thématiques dans une même lettre, parce que si c'est jugé pertinent très clairement, hein, voilà. On ne demande pas de travailler en silo. S'il y a des intersections entre les thématiques qui sont pertinentes, il ne faut pas hésiter. Et la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité sont évidemment vivement encouragées. Alors, euh, comment on a organisé cette AMI? Donc, on souhaite collecter des lettres d'intention jusqu'au 30 mai 2024, évidemment. Voilà, et ensuite, d'aider à l'émergence de consortiums et donc de projets, évidemment, durant des workshops thématiques qui seront organisés entre le 19 et 26 juin. Je reviendrai sur le calendrier en visioconférence pour faciliter l'accès. Donc voilà, il n'y aura pas de déplacement du coup à prévoir. Les lettres d'intention, donc maximum 6 pages, on va y revenir. Elles seront portées soit par une équipe, des équipes, ou des pré-consortiums d'équipes, c'est-à-dire on ne vous demande pas de monter un consortium, mais si vous souhaitez déjà vous associer avec 3 ou 4 partenaires, vous pouvez l'indiquer. Et ça, évidemment, ça peut être important. Sachant que les projets finaux devront être basés sur des consortiums, donc c'est peut-être déjà une bonne idée d'avoir des pré-consortiums. Ensuite, vous aurez les workshops, donc il y en aura un par thématique, donc il y a 5 thématiques, il y aura 5 workshops, et bien ensuite, on ira vers la construction de consortiums d'équipes hein, à l'issue des workshops, à moins que les consortiums soient déjà complètement constitués. Et on ira sur les projets complets ensuite si votre lettre d'intention est sélectionnée, donc à l'issue de la phase lettre d'intention. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Alors, les lettres d'intention, vous avez un document qui vous est donné sur le site de l'ANR, voilà, qui ressemble à ça, où on vous demande 6 éléments. Hein, donc, c'est 6 pages tout compris, hein, y compris l'annexe. Donc, les objectifs principaux et les axes de recherche que vous souhaitez développer, l'état de l'art, les compétences apportées pour contribuer à la thématique, l'adéquation avec l'AMI, donc bien montrer qu'on est en phase et qu'on va contribuer aux sujets qui sont proposés, sachant qu'on est dans une stratégie nationale d'accélération, donc on a une lettre de mission aussi derrière. Hein. Euh, et puis, si besoin, hein, en cas de besoin, les compétences complémentaires que vous n'avez pas, mais que vous souhaiteriez éventuellement ajouter, et ce qui pourra être fait, le cas échéant, au niveau du workshop.
Des éléments sur le porteur de la lettre d'intention, sa capacité à s'investir sur la thématique, évidemment, donc son expérience, le cas échéant, la composition du pré-consortium et puis la complémentarité, évidemment, avec les acteurs qui sont pressentis. Alors, en annexe, un CV court des porteurs, alors court, hein, quelques éléments des porteurs de la lettre d'intention, alors du porteur et des principaux scientifiques impliqués. Alors, ce qu'il faut vraiment penser quand on rédige cette lettre d'intention, c'est penser en amont les futurs projets qui émergeront de l'AMI, hein. Sachant que ce qu'on attend, c'est que les projets doivent présenter clairement l'état de l'art. Et quand c'est pertinent, j'insiste bien, quand c'est pertinent, c'est-à-dire pour des projets à forte composante technologique, le niveau de maturité technologique, donc de TRL, Technology Readiness Level, initial, le niveau de TRL visé à la fin du projet. Et ce que l'on demande, c'est que les projets, dans la mesure du possible, aient atteint TRL 4 à la fin du projet. Sachant que les projets vont durer entre 48 et 54 mois, c'est quand même pas complètement irréaliste. Ça veut dire une techno et un concept validé en laboratoire. Évidemment, ça ne concerne pas les projets issus des SHS, pour lesquels l'échelle TRL n'a pas de pertinence. Alors, par contre, pour tous les projets devront définir des indicateurs qualitatifs qui permettront de mesurer les progrès scientifiques réalisés par rapport à l'état de l'art, donc entre le commencement et la fin du projet, et décrire les impacts attendus sur la décarbonation de l'industrie. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien penser en amont un projet qui puisse générer des impacts, hein, c'est ce que l'État attend de nous, hein. Par exemple, ça peut être des gains en émissions de gaz à effet de serre, en efficacité matière, énergétique, en économie de ressources qu'on va utiliser, ressources en eau par exemple, ou ressources en matériaux critiques. Évidemment, lorsque cela est pertinent, évidemment, tous les autres impacts, si le projet relève des sciences humaines et sociales. Voilà. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes métriques, hein, donc voilà. Donc, il faut plutôt décrire les impacts. Des indicateurs permettant de vérifier l'atteinte du TRL final, donc 4 autant que possible, pour les projets, je l'ai dit, à forte composante technologique, et pour les projets relevant des SHS, d'indicateurs qui permettent de qualifier l'atteinte des objectifs qui sont visés par le projet. Voilà. Alors, il faut juste aussi bien penser à la typologie des partenaires pour les projets qui seront issus d'un AMI. Les PEPR sont tels qu'on doit avoir des consortiums d'équipes de recherche publiques composés d'un minimum de 3 structures de recherche. Les projets devront être portés par un organisme de recherche ou un établissement de recherche et d'enseignement supérieur public français. On peut impliquer d'autres partenaires internationaux, des industriels, mais sans financement. Ça, c'est clair, le PEPR ne finance que des organismes ou des établissements d'enseignement supérieur français. Donc, l'établissement coordinateur doit être un établissement français d'enseignement de recherche. Et un responsable de projet pourrait être porteur uniquement d'un seul projet, donc y compris en considérant les projets ciblés déjà lancés dans le PEPR SPLIN. Et j'ai réindiqué ici la durée des projets. Donc, on veut des projets qui sont plus longs que des projets ANR classiques, hein. On n'est pas sur des projets classiques. Donc, des projets qui devront aller entre 48 et 54 mois de durée. Voilà, donc entre 4 ans et 4 ans et demi pour être plus clair. Alors, j'en viens aux thématiques de l'AMI. Elles sont au nombre de 5, comme je l'ai déjà mentionné. Donc, la première voilà, relève typiquement des sciences humaines et sociales. J'insiste un petit peu, elle sera bien dotée financièrement, hein, ce n'est pas un gadget, donc on souhaite vraiment avoir des projets importants. Donc, elle concerne l'approche multi-échelle, alors en considérant plutôt
Aspect géographique, local, régional, national, européenne, pour une décarbonation efficace de l'industrie dans une perspective économique évidemment et socio-technique. Deuxième thématique, la production de froid innovant. Troisième thématique, la gestion de la chaleur, la récupération, la valorisation de la chaleur fatale. Quatrième thématique, alors là on est sur les procédés un peu plus spécifiques de décarbonation de l'industrie de l'acier et du ciment, qui sont des très gros émetteurs. Cinquième thématique, sur plutôt le stockage du CO2, donc sur le monitoring long terme et la quantification voilà, des questions de stockage de CO2. Alors, on est plutôt sur du stockage de CO2 onshore ou à terre. Donc, voilà, on exclut la partie offshore. Alors, je vais commencer par la première thématique. L'approche multi-échelle pour une décarbonation efficace de l'industrie dans une perspective économique et socio-technique. On a listé un certain nombre de champs disciplinaires qui peuvent être mobilisés, mais c'est sans aucune exhaustivité, tels que la sociologie, la philosophie, l'économie, l'économétrie, la modélisation, la prospective, les sciences de la gestion, la sociologie des organisations, la psychologie sociale, les sciences politiques, etc., etc. On pourrait en ajouter peut-être un grand nombre. L'idée, c'est vraiment de faire émerger des projets qui vont aborder les aspects socio-techniques et économiques de la transition bas carbone du secteur industriel avec une approche à plusieurs échelles qui peuvent être géographiques, mais qui peuvent être aussi sur des échelles, on va dire, d'organisation, différentes tailles d'organisation. Ces projets s'inscriront dans le cadre de l'économie circulaire, évidemment, sachant que souvent il y a des verrous assez importants sur les ensembles industriels qui doivent coopérer pour décarboner, en considérant autant le volet à la fois de l'offre en termes de décarbonation, mais de la demande, c'est-à-dire agir aussi à la fois sur l'amont, mais sur l'aval. Donc évidemment, tout ça, c'est lié étroitement aux questions de sobriété, de consommation responsable, de marketing vert, par exemple, etc. Enfin, on peut imaginer des sujets extrêmement vastes. On a proposé de structurer cette thématique en quatre aspects. Un aspect modélisation et méthode, donc scénarisation, production de scénarios, simulation, évaluation d'impact, estimation des coûts publics et privés de la transition, intégration des innovations, comment intégrer au mieux les innovations. On sait que ça prend en général du temps, il y a un certain nombre de barrières, etc. Les outils d'aide à la décision, question d'économie comportementale, d'économie expérimentale. Deuxième chose, politique publique et impact, donc le soutien au déploiement de solutions bas carbone, comment les politiques publiques peuvent soutenir ces solutions. La labellisation, notamment la labellisation des produits bas carbone, quel est l'impact de cette labellisation, l'incitation, l'évaluation des impacts, la transition équitable, voilà, qui est extrêmement importante. Il faut qu'une transition industrielle, ça soit réussi à toutes les échelles. On est dans la première phase du Green Deal, No One Left Behind. Donc, on est vraiment dans l'idée de laisser personne au bord du chemin, sinon la transition, évidemment, sera ratée. L'accompagnement des acteurs de l'industrie, voilà. Évidemment, c'est sans exhaustivité, c'est des exemples. Troisième axe, stratégie et financement de la transition. Donc, nouveau marché, modèle d'affaires, la finance verte qui est importante. Évidemment, les capacités de la finance sont bien plus élevées que celles des États, donc c'est un sujet important. L'orientation de la finance vers l'investissement durable, les marchés carbone, la coordination européenne, la gouvernance multi-échelle de ces transitions industrielles et les conséquences géopolitiques que ça peut avoir. On voit que, je dis juste un petit exemple, les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, évidemment, vont avoir des conséquences géopolitiques importantes, avec des qualifications parfois de protectionnisme carbone. Les transitions sociétales et organisationnelles, donc là on va parler plutôt de sobriété et de mode de vie, de justice sociale,
d'implication, évidemment, à l'échelle des territoires, parce que l'industrie, c'est dans les territoires, donc ça va impacter les territoires, l'impact sur l'organisation du travail et des entreprises d'une manière générale. Donc voilà, c'est assez vaste, donc ça ouvre pour moi beaucoup de perspectives qui peuvent être extrêmement intéressantes. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que des équipes en sciences humaines et sociales soient leaders de ces projets. Et il n'est absolument pas interdit de s'associer avec des équipes qui pratiquent des sciences un peu plus dures. Mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment du leadership SHS. Euh, Thématique 2, alors on va rejoindre des préoccupations un peu plus technologiques. On est sur la production de froid innovant. Alors, les procédés qui soient énergétiques, les systèmes thermiques, thermodynamiques, alors, notamment ceux qui sont utilisés dans l'industrie, en général, ils nécessitent ce qu'on appelle une batterie froide ou un point froid en dessous de la température ambiante, qui est en général souvent pas suffisante. Euh, donc ça, voilà, donc ça nécessite de générer ce point froid efficace par des technologies un petit peu plus innovantes que les cycles thermodynamiques classiques à compression mécanique de vapeur. Euh, donc on a besoin d'un certain nombre de contributions dont on devra faire la preuve qu'elles sont adaptables sur des procédés industriels. Voilà. On est sur vraiment la décarbonation de l'industrie. Donc on a proposé trois axes, hein. La production de froid par sorption, donc améliorer les composants, donc la formulation des fluides de travail, essayer d'avoir des fluides de travail innovants, qui est souvent un verrou, l'optimisation des cycles et des systèmes pour augmenter à la fois le rendement et réduire la quantité de fluide nécessaire. Le refroidissement radiatif, alors qui est un petit peu plus innovant pour l'industrie, évidemment. Donc là, on est sur de l'échange entre points froids, donc on va dire environ 300 K et le rayonnement spatial, le rayonnement direct de l'espace. Donc bah, l'idée, c'est de concevoir des matériaux, des revêtements qui sont réfléchissants dans le spectre solaire et émetteurs dans l'infrarouge, donc un verrou matériau, un verrou système aussi. Troisième option, c'est le géocooling, donc évidemment démontrant que ce géocooling peut être adapté à l'industrie, euh, notamment dans le but d'un stockage thermique, parce qu'il y a un stockage de froid de grande capacité. Donc on va s'intéresser à tous les problèmes entre les sondes géothermiques et le sol, les écoulements souterrains, le pilotage, la préservation de la ressource, hein, qui peut poser question souvent. Euh, et puis incluant évidemment ces questions de stockage de grande capacité, les questions de mutualisation entre acteurs qui ont des besoins de froid ou qui ont des moyens de production de froid et qui peuvent alimenter ce stockage de froid de grande capacité. Alors, troisième thématique, on est sur la gestion de la chaleur, la récupération, la valorisation, alors les chaleurs de récupération. Et évidemment, la valorisation de toutes les chaleurs résiduelles. Donc, l'industrie, c'est une industrie qui convertit et qui utilise beaucoup de chaleur. Donc il y a des pertes thermiques, il y a des échanges de chaleur de toute nature, hein, qu'ils soient par rayonnement, par convection, par conduction. Donc il y a forcément des pertes qui se transforment en chaleur résiduelle, qui souvent sont émises dans l'atmosphère ou l'ambiance, hein, d'une manière générale, ce qui va gréver et réduire l'efficacité énergétique de ces procédés. Alors, on sait valoriser des potentiels relativement faciles, donc en général des fumées à haute température relativement propres, bon, ce qui n'est pas le cas de tous les effluents industriels, évidemment. En général, ils sont chargés, ils peuvent être à plus basse température et avec des gisements, par contre, énergétiques extrêmement importants, même s'ils sont moins facilement valorisables parce qu'ils sont à plus basse température. Donc, l'idée, c'est vraiment d'étendre les possibilités de la récupération et de la valorisation de la chaleur fatale. Alors, la première cible qu'on a indiquée, c'est la valorisation des sources de chaleur à basse température.
sur des procédés à plus haute température, donc typiquement supérieure à 180 degrés. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer la chaleur sur des process à basse température pour aller l'intégrer dans des procédés qui ont besoin de chaleur à plus haute température. Donc l'idée, bah, c'est de relever le niveau de température, alors soit par des pompes à chaleur, donc compression mécanique, hein, qu'on appelle des pompes à très haute température, donc qui ont des verrous extrêmement importants, notamment la question des flux de travail, notamment la question des COP, hein, des quotients de performance, travail sur les composants, sur leur comportement dynamique. Ce qu'on attend vraiment, c'est de la rupture, hein, dans ce domaine. Ça, c'est quelque chose qui nous semble vraiment important. On n'a pas ces pompes à chaleur, et pour l'industrie en particulier, et ça permettrait de valoriser des gisements de chaleur à basse température sur des procédés qui ont besoin de chaleur à un peu plus haute température. Pareil sur les transformateurs thermiques, donc, qui travaillent par absorption ou par des procédés thermochimiques. Donc souvent, ce qu'on a besoin, c'est des coupes de travail absorbant-absorbeur, d'intensifier les transferts de chaleur et de masse, hein, puisqu'on est sur de l'absorption ou de la thermochimie, à l'échelle du composant et à l'échelle du système, notamment en comportement dynamique. Et un troisième aspect qui nous a semblé important, c'est l'extraction de chaleur plus efficace en améliorant les transferts thermiques, alors que ce soit en contact direct ou indirect du fluide caloporteur avec le procédé. Donc aussi travailler sur les fluides de refroidissement, donc que ce soit classique, de l'eau, d'autres fluides, des mélanges, des émulsions. Sur des configurations d'écoulement plus innovantes pour intensifier les transferts de chaleur, sur les surfaces d'échange, la texturation par exemple des surfaces, alors toujours en anticipant la durabilité, qui est évidemment un point important, hein. J'ai mentionné un petit peu plus tôt que les effluents industriels n'étaient pas forcément très propres. Toujours des problèmes d'encrassement qui sont quand même très très liés à toutes les questions d'échange de chaleur sur des effluents pollués. Le coût, la disponibilité des matériaux, évidemment, utiliser des matériaux rares, c'est sympathique, mais c'est pas, ça ne peut pas passer à l'échelle. Donc, on a du mal à imaginer que ça pourra contribuer à la décarbonation de l'industrie à moyen terme. Donc, on peut évidemment aborder des approches locales, hein, qui traitent des transferts de chaleur et des écoulements, mais c'est important aussi de considérer le système dans son ensemble, donc un système complet. Alors, toujours sur la thématique de la gestion de la chaleur, on souhaite aborder aussi la conversion efficace de chaleur en électricité. Je pense que l'électricité est quand même est plus transportable d'une manière générale, même si la chaleur se stocke très bien, contrairement à l'électricité. L'électricité se transporte mieux. Donc, en s'appuyant sur de nouveaux concepts, de nouvelles technologies, notamment basées sur des cycles thermodynamiques innovants qui vont présenter un meilleur rendement. C'est souvent, quand on a des sources à température modeste, évidemment, on va être assez rapidement plafonné par le rendement de Carnot. Donc voilà, essayer de sortir de ce type de concept et puis d'avoir des systèmes plus innovants. Travaux sur les échangeurs de chaleur, alors, vraiment adaptés à la récupération de chaleur fatale dans un contexte industriel, c'est-à-dire un contexte où les échangeurs vont s'encrasser, vont vieillir, donc avec un travail sur les surfaces, la prévention de la corrosion, la détection, la prévision d'encrassement, ça c'est important, la notion de capteur virtuel dans les échangeurs, la récupération de chaleur sur les solides chauds, qui reste un verrou extrêmement important, hein, dans l'industrie sidérurgique, par exemple, quand on sort une barre d'acier, elle fait 30 tonnes, elle est à plus de 1000 degrés, si on ne récupère pas la chaleur, ben, vous imaginez la quantité de chaleur perdue. Donc, au début, on a beaucoup de rayonnement, et puis après, on en a moins, donc on peut avoir plus de convection, par exemple. On pense aux matériaux surface pour intensifier les transferts, donc texturer, fonctionnaliser les surfaces, toujours en s'intéressant à des matériaux plutôt à faible coût, notamment alors quand on veut récupérer de la chaleur à basse température, il faut s'intéresser à des matériaux qui coûtent vraiment pas cher, parce que qui dit basse température dit augmentation des surfaces d'échange, donc sur des matériaux très coûteux,
c'est pas adapté forcément. Donc il y a un vrai enjeu sur le sujet basse température, comme vous l'avez compris. Euh, et puis développement de matériaux spécifiques pour la récupération du rayonnement, ça nous paraît important, notamment pour les très hautes températures. Et puis à noter qu'évidemment, là, on peut avoir des recoupements avec toutes les questions de solarisation des procédés qui est traité dans un projet ciblé, hein, qui est le projet Ship4D sur la récupération, enfin l'utilisation de chaleur solaire. Enfin, qui dit chaleur et gestion de la chaleur, dit stockage thermique et géothermique, adapté évidemment à des sites industriels, euh, sachant que la chaleur fatale n'est pas émise à la demande, évidemment, elle est fatale, donc ça veut dire qu'on la subit. Donc ça veut dire que pour manager cette chaleur, pour la gérer, il faut du stockage. Donc on peut penser au stockage journalier dans des réservoirs de surface, au stockage à plus long terme dans des réservoirs géothermiques. Donc pareil, il faut travailler sur les flux de transfert, le couplage avec le matériau de stockage, optimiser ces transferts dans le dispositif de stockage, travailler sur les matériaux en eux-mêmes pour stocker, alors sachant qu'évidemment, si on a des grandes capacités, il faut des matériaux peu chers qui vont quand même relativement bien vieillir, éviter de se corroder, etc., etc. Voilà. Donc, sujet évidemment important, hein, le stockage thermique. Il y a de nombreux position papers européens sur ce sujet-là en ce moment. Euh, Thématique 4. Donc, on aborde des choses un peu plus spécifiques sur les procédés pour la décarbonation de l'industrie de l'acier et du ciment. Donc, on a découplé les deux volontairement, même s'il n'est pas interdit d'aller chercher des synergies, notamment dans des concepts d'économie circulaire. Donc, on a d'abord traité les procédés de production de l'acier. On a mis cinq grands champs thématiques. D'abord, la réduction directe du minerai de fer, que ce soit par l'hydrogène, donc des fours à hydrogène ou des réacteurs hydrogène, ou par plasma d'hydrogène, qui est quelque chose qui émerge effectivement. Donc ça va de la préparation du minerai, donc de la préparation des pellets, à l'optimisation des conditions, prédimensionnement des installations, donc notamment par simulation numérique. Euh, la comparaison des gaz réducteurs décarbonés, alors du moins utilisant du carbone renouvelable, donc que ce soit de l'hydrogène pur, des syngas, donc euh, des mélanges CO gaz combustible. Donc les syngas peuvent être issus de la pyrolyse ou de la gasification de la biomasse. Les syngas issus des déchets, donc de la valorisation de déchets également, ou travailler aussi sur les matériaux pour les fours utilisant l'hydrogène. Évidemment, l'hydrogène, c'est compliqué parce que ça a peu de rayonnement, ou ça rayonne peu dans l'infrarouge, donc c'est compliqué. Et puis, évidemment, on a des hautes températures, et puis on a des questions d'utilisation de l'hydrogène et d'interaction avec les matériaux, hein, qui sont importants. Euh, Utilisation du carbone biosourcé, donc au lieu d'utiliser du coke, donc qui est issu du charbon. L'idée, c'est d'utiliser plutôt du charbon, du biochar, donc charbon biologique, donc issu de la pyrolyse de la biomasse, pour à la fois la réduction directe ou dans les hauts fourneaux. Donc, c'est-à-dire qu'on ne change pas le réacteur, mais on change l'agent réducteur et évidemment le combustible. Pour les fours électriques aussi. Donc voilà, donc faut optimiser évidemment, vu de l'intégration sidérurgie, ces nouveaux réducteurs et combustibles, et réfléchir éventuellement à la production simultanée de biochar et de syngas. Alors, ensuite, on a un axe sur l'intégration de nouveaux procédés, donc avec une question d'optimisation, parce que ces nouveaux procédés, il va falloir les intégrer dans des usines, notamment les fours à réduction directe. Euh, Si on veut produire du gaz de synthèse à partir de biomasse ou de déchets, ben, on va avoir des fours de carbonisation. Et puis, évidemment, ben, tout ça, il faut le mettre dans une perspective de décarbonation, c'est-à-dire regarder les impacts, les bénéfices, éventuellement les inconvénients environnementaux de ces procédés par une analyse de cycle de vie
comparative entre les différents scénarios. Travail sur les fours à arc électrique, évidemment, qui sont importants, notamment pour l'utilisation de minerais pré-réduits, donc de DRI, que ce soit d'ailleurs pré-réduits au gaz, au syngas ou à l'hydrogène. Voilà, on sera sans carbone. La réduction par plasma d'hydrogène en four électrique, en particulier aussi, est un petit peu plus émergent. Et puis la question de l'électrolyse directe du minerai de fer, elle reste posée, que ce soit à chaud ou à froid. La question des matières premières, le passage du fer électrolytique à l'acier, évidemment avec une question de passage à l'échelle, hein, qui reste importante. Alors, dans la deuxième partie, on a souhaité aborder la formulation de ciment. Alors, en particulier, ce qu'on vise, c'est des ciments haute performance et bas carbone. Le ciment est un très gros émetteur. On souhaite des activités expérimentales, mais aussi en simulation, qui vont contribuer à la formulation de ciments à haute performance, donc qui pourront avoir des fonctionnalités supplémentaires, tout en réduisant l'impact CO2, alors soit pendant la fabrication de la phase anhydre, donc du ciment, on produit les hydrates de ciment, pour qu'ils soient plus durables. Alors, ces matériaux, donc, ils pourront être obtenus par le recyclage de composés, de déchets provenant d'autres secteurs industriels. Ça peut être du secteur sidérurgique, par exemple, donc ça peut faire un lien avec l'axe précédent. Une approche de composite qui peuvent inclure des fibres, des particules ou des ajouts métalliques, céramiques, des minéraux synthétiques, naturels ou biosourcés, on pense aux géopolymères par exemple, ou encore des déchets de béton déjà carbonatés. Donc on attend des contributions vraiment sur les procédés d'élaboration de ciment composite ou de ces hydrates de ciment, avec des propriétés fonctionnelles qui peuvent être utiles pour les applications. Alors, il y en a quelques-unes qui sont citées. Évidemment, c'est sans exhaustivité, donc propriétés mécaniques, évidemment, ça c'est important. Peut être des propriétés électriques, thermiques, acoustiques, et puis de durabilité en termes de fluage, de fatigue, de fracture, des ciments qui permettront de faire des bétons auto-réparants. Il faudra, évidemment, on demande, c'est de prendre en compte la dépendance aux matières premières, leur disponibilité, le bilan énergétique de l'opération, le ciment c'est une opération énergivore, et l'intégralité du cycle de vie, dont la recyclabilité. Donc, l'analyse de cycle de vie est indispensable. Et enfin, donc une dernière thématique qui concerne plus spécifiquement le stockage du CO2, le stockage géologique du CO2 ou la séquestration géologique du CO2, en se limitant au stockage à terre. Hein, c'est ce qui est dans la feuille de route du PEPR Spleen que nous a donné l'État. Donc avec des contributions qui sont par nature interdisciplinaires, qui peuvent impliquer des géosciences, de l'instrumentation, de la simulation dynamique, de l'ingénierie du système, mais aussi des sciences sociales, du droit, de la gestion des risques, des sciences participatives, etc., sans exhaustivité, toujours pareil. Alors, on a une problématique qui est un petit peu générale, c'est que les sites de stockage en Europe sont localisés en mer du Nord, en général dans des gisements gaziers ou pétroliers qui sont plus exploités pour le gaz et le pétrole, ou partiellement déplétés, on va dire. Mais on souhaite aussi développer des sites à terre, donc onshore, qui seront nécessaires, notamment pour élargir le nombre d'options en termes de stockage de CO2 pour les industries émettrices, parce que la décarbonation prendra de toute façon du temps, et il y aura toujours du CO2 résiduel, et on doit atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, ces stockages à terre vont créer des enjeux majeurs, c'est la sécurité des stockages sur le long terme, et évidemment la perception de ces stockages par les populations, ce qui implique de créer des protocoles de surveillance sur le long terme de ces sites, que ce soit au cours de l'exploitation ou après leur fermeture. Et donc, pour ça, il est nécessaire de fournir
avec beaucoup de transparence les informations sur ce qu'on a stocké dans le sous-sol, donc le CO2 en l'occurrence, et vérifier l'efficacité de ce stockage, vérifier que ça ne fuit pas en particulier, à la fois pour les populations, mais à la fois pour le climat, bien sûr, et puis rassurer évidemment les parties prenantes d'un stockage. Donc voilà. Les protocoles qu'on devra développer donc, devront permettre de vérifier l'absence de fluide, détecter des irrégularités éventuelles, évidemment significatives, et leurs conséquences potentielles. Donc de vérifier que le puits de stockage évolue vers une stabilité du CO2 stocké à long terme. Et puis évidemment, pouvoir convaincre les parties prenantes que l'opération est maîtrisée, l'opération de stockage est maîtrisée, rassurer, gagner la confiance, etc. Donc il y a déjà, je dois dire, un projet ciblé qui s'intéresse à toutes les conditions socio-techniques d'un stockage de CO2, notamment je dirais la création d'un débat public impliquant les bonnes parties prenantes pour arriver à créer une légitimité de la filière CO2, stockage du CO2. Alors, ce qu'on attend sur cet appel à manifestation d'intérêt spécifique, finalement, on l'a structuré en trois axes. C'est la conception et le prototypage de systèmes de surveillance intégrés à long terme, ce qui est important, avec des protocoles d'acquisition de données, des chaînes de traitement, d'interprétation, des systèmes d'alerte et d'aide à la décision qui permettront d'évaluer la performance du stockage, sa conformité, la qualité du confinement et la détection et la quantité de la quantification des fuites avec la question des incertitudes, d'avoir des plateformes de visualisation de ces données, ce qui permettra d'informer correctement les utilisateurs finaux sur l'évolution de la performance du stockage, y compris le grand public, et des protocoles de surveillance participative, comme on l'a dit, la question socio-technique et la question d'impliquer des parties prenantes dans le débat public d'abord et ensuite dans la surveillance des sites est primordiale. Donc, c'est co-construire les protocoles avec les bonnes parties prenantes, définir les indicateurs de suivi et puis évaluer l'effet d'approche participative sur la perception du stockage à terre. Donc, vous voyez bien que cet axe est totalement interdisciplinaire, à minima pluridisciplinaire et interdisciplinaire, bien évidemment. Voilà. On va passer sur les modalités de l'AMI, comment c'est organisé, comment on peut y répondre. Alors, d'abord, il y a une question de calendrier qui est importante et qui est redoutable, évidemment, toujours. Donc, on a publié l'appel à manifestation d'intérêt le 30 avril. Il clôturera le 30 mai, donc par réception des lettres d'intention. Donc, il faut fournir vos lettres d'intention pour le 30 mai, 11 heures, sur le site de l'ANR, mais je vous le rappellerai un petit peu après. Le 7 juin, on va réunir un comité de sélection, donc des parties prenantes du PEPR SPLIN, le président du comité d'évaluation, donc qui est un international, plus le coordinateur stratégie nationale, représentant de l'État et du secrétariat général pour l'investissement. Le 10 juin, les porteurs de lettres d'intention dont la lettre aura été sélectionnée seront informés et conviés à assister au workshop thématique. Donc, essayez de vous y faire représenter. Vous pouvez venir à plusieurs, évidemment. Donc, on reprécisera le calendrier de ces workshops qui seront donc en visioconférence. À l'issue de ces workshops, on espère valider les consortia donc pour la seconde phase, donc avoir des consortia qui soient consolidés, constitués. Et donc, voilà, début juillet, normalement, vous devriez être informé pour la seconde phase.
Donc, si votre lettre d'intention est sélectionnée, vous serez invité donc à rédiger des projets complets à partir de fin juin, début juillet. Euh, la date limite, voilà, ce sera fin septembre, début octobre. Voilà, je crois qu'on l'a mis à titre indicatif, 1er octobre. Donc, ça laisse du temps. Bon, certes, il y a les congés d'été entre les deux, mais ça laisse quand même du temps. Ensuite, entre octobre et novembre, on aura l'évaluation des projets complets par le comité d'évaluation, donc qui est constitué par l'ANR, donc qui est un comité international. Et en décembre 2024, on aura une validation des projets après décision Premier ministre, puisqu'on est sur des programmes France 2030, donc gérés par le secrétariat général pour l'investissement. Alors, je rappelle ici le calendrier des workshops, donc qui auront lieu en visioconférence, qui est dans le texte d'appel à projet. Donc, sur la thématique 1, donc plutôt orientée sciences humaines et sociales, 19 juin matin, les horaires, etc., sont donnés quand vous serez convoqué au workshop. 19 juin après-midi, donc ça sera sur le froid. 24 juin après-midi, ça sera sur la gestion de la chaleur. 25 juin matin, sur le monitoring long terme et la quantification pour le stockage du CO2 à terre. Et le 26 juin matin, ça sera sur la thématique 4, sur les procédés pour la décarbonation de l'acier ou du ciment. Voilà, donc toutes les informations sont sur le site de l'ANR, donc le texte de l'AMI complet, le règlement financier, le site de dépôt et la trame de la lettre d'intention qui doit être évidemment utilisée. Critères de recevabilité, donc déjà des lettres d'intention, donc pour la phase 1. Ça doit être déposé sur le site de l'ANR avant la date et l'heure de clôture, donc 30 mai 11 heures. Format PDF non protégé, ça ne doit pas dépasser 6 pages, annexe bibliographique et CV, mini-CV ou CV court compris. La police de caractère est précisée. Et puis sont inclus toutes les propositions qui causeraient un préjudice important du point de vue de l'environnement. Voilà. Principe do not significant harm. Critères d'analyse des dossiers, donc des lettres d'intention. Le dossier proposé peut évidemment entrer dans le champ de l'AMI, c'est le premier critère. Reconnaissance du porteur de la lettre d'intention pour ses travaux antérieurs et le cas échéant des autres scientifiques impliqués, et clarté des compétences et de la contribution apportée à la thématique. Voilà, c'est assez simple. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Quand vous aurez à soumettre le projet complet, ça sera répété. Il y a des critères d'évaluation des projets complets qui sont un peu plus larges, évidemment. Donc, je vais insister. Bon, je vous laisse en prendre connaissance. Je pense qu'il faut insister vraiment sur le caractère novateur, l'ambition, que ce soit technologique, méthodologique, et surtout comment vous allez apprécier le progrès par rapport à l'état de l'art. La clarté de l'impact potentiel attendu sur la décarbonation. Voilà. On ne demande pas forcément de dire combien de kilos de CO2 par quelque chose ça va amener, mais d'avoir un impact attendu et comment on peut quantifier cet impact. Donc, le deuxième champ de critères, c'est la qualité du consortium, les moyens mobilisés et la gouvernance, donc c'est classique dans les projets. Et le troisième, bon, c'est l'impact, les retombées, donc important, capacité à répondre aux enjeux de l'axe scientifique choisi dans le cadre du PEPR Split. Donc, bien détailler les impacts économiques, environnementaux et sociétaux, la contribution au développement de solutions en réponse aux enjeux prioritaires de la stratégie. Voilà.
Ouais, c'est la stratégie de diffusion, c'est classique sur la valorisation des résultats. Euh, les projets seront évalués par un comité donc, international constitué par l'ANR. Euh, le comité est international, il est indépendant, travaille de manière indépendante, même des directeurs de programme, hein, évaluer les projets. Il pourra recourir à des expertises externes. Il sera possible d'auditionner les porteurs de projets, c'est ce qui va être fait dans le cadre de l'appel à projet qui est en cours. Donc, il y aura une audition. Un rapport argumenté sera rédigé pour chaque projet, qu'il soit accepté ou refusé. Le comité d'évaluation, donc, qui travaille de manière indépendante, présentera ses travaux au directeur de programme, donc moi-même et Antonio Pires da Cruz, qui nous a rejoint, qui est là. Voilà, le comité d'évaluation pourra formuler des avis sur le montant des financements, et les directeurs du PEPR, au vu des évaluations, pourront proposer au SGPI une liste de projets à financer. Et le Premier ministre, après avis du SGPI, donc Secrétariat général pour l'investissement, valide la liste des projets et des montants à financer. Voilà, donc on espère sortir en gros de ce process à la fin de l'année. Voilà, donc point à retenir, lettre d'intention, 30 mai 11 heures, sur le site de l'ANR qui est précisé ici, sous forme électronique évidemment, et les éléments du dossier complet, ou également sous forme électronique, y compris les documents signés par les responsables légaux de chacun des partenaires, impérativement avant la date limite qui sera précisée. Donc, à titre prévisionnel, on a indiqué le 1er octobre. Il est possible que ça varie un tout petit peu. Il y a un site dédié et pour toute question, bien, vous avez le contact ANR qui est indiqué ici, PEPR décarbonation @agencerecherche.fr. Et je crois que j'en ai terminé. Merci. Je vais peut-être donner l'opportunité à Antonio de se présenter puisque tu nous as rejoint en cours. Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. on t'entend. Oui, bon, très bien. Merci, merci Fabrice pour toutes ces explications très très claires. Donc, je m'appelle Antonio Pires da Cruz. Je suis co-directeur du PEPR Spleen, donc en parallèle avec Fabrice, et je travaille à IFP Énergie Nouvelle où je suis responsable de programme dans le domaine de la décarbonation et de la digitalisation des procédés. Je suis sincèrement désolé de ne pas vous avoir rejoint dès le début de ce webinaire, mais j'avais malheureusement une autre contrainte prévue de longue date que je n'ai pas pu décaler. Mais ce que j'ai vu, Fabrice vous a présenté tout ce travail qui a été fait pour préparer cet appel à manifestation d'intérêt de façon très 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 claire. Et donc nous attendons vos questions, vos interrogations. Pour éventuellement éclaircir des points qui auraient mérité de l'être, qui n'auraient pas été suffisamment clairs. Voilà. Je ne sais pas si Jack, toi, tu veux dire quelque chose ou si tu as déjà fait une introduction. Non, non, j'ai pas fait d'introduction particulière. Non, la procédure pour l'AME est un peu différente des appels à projets, comme l'a expliqué Fabrice. Là, le rôle des directeurs de programme, les projets qui vont déposer un projet. Et donc, c'est un peu différent. Donc, c'est co-construit en fait avec les porteurs de projets, avec les directions de programme. Donc ça, c'est relativement important que les futurs porteurs de projets aient ça en tête. Ils doivent le construire avec les directeurs de programme pour donner une cohérence à l'ensemble du projet SPIN. Ça, c'est très important. Et avec des indicateurs qui seront demandés à la fin au projet SPIN, combien de CO2 peuvent être évités grâce aux travaux qui ont été faits par les différents projets intégrés à SPIN.
il faut vraiment intégrer cette dimension pour tous les porteurs de projets. Voilà, bah, maintenant, je pense que les, les présents à ce webinaire peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent Mm. par rapport à leur propre interrogation pour monter un projet. Alors, avant de passer la parole à Laurence Fournaison qui a levé la main, juste répondre à deux questions qui ont été posées dans le chat. Euh, si les slides de la présentation seront disponibles, je pense que oui, qu'il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de souci pour les mettre à disposition. Après, sur quelle plateforme, je ne sais pas si c'est sur le site l'ANR ou autre, mais je ne vois pas d'inconvénient que ce soit fait. Il y a une autre question, est-ce qu'un organisme souhaitant répondre à plusieurs axes de l'AMI doit faire une seule ou plusieurs lettres à déposer? Euh, c'est un organisme souhaitant répondre à plusieurs axes. Je suppose que c'est différentes équipes. Il faut une lettre par projet qui doit être proposé. Donc, il y a pas, enfin, si vous avez des idées de projets qui sont dans différentes thématiques, vous déposez une lettre par la thématique, pas forcément par institution. Je vois que la question vient du BRGM, hein. Ouais. Effectivement, plusieurs équipes du BRGM peuvent déposer plusieurs lettres d'intention. Voilà, si c'est ça la question. Et donc il y avait donc Laurence Fournaison qui avait la main levée, qui est en train de baisser, mais entre-temps, il y a une question dans le chat qui visiblement rejoint sa question. Euh, question, est-ce que nous pouvons proposer une solution qui contribue à plusieurs points identifiés dans une thématique? Je pense oui. On Oui, peut même, tout à fait, hein, ouais, c'est absolument ouvert, justement. Si dans une thématique, on coche plusieurs cases, c'est peut-être d'autant mieux. Il suffit de le préciser. Je pense que enfin, pour moi, c'est au contraire, c'est d'avoir des choses qui peuvent contribuer à plusieurs thématiques, voire plusieurs axes, ça peut être intéressant, hein. ouais, tout à fait, on peut être transverse. Est-ce qu'il faut indiquer un budget? Donc, c'est toujours Sylvia qui pose la question. Dans la lettre d'intention, non. Voilà. Le partie budgétaire, ça sera dans le projet complet. Je pense qu'il y avait une question de Monsieur Fromentin. Ah, merci, parce que je ne voyais pas Oui. dans la Vincent vue. Oui, est-ce que Fromentin. vous m'entendez? Oui, Oui, pardon. Merci beaucoup et je ne vais pas prendre la parole, je levais la main. Merci pour la présentation, c'était très clair. Donc, moi, je suis rattaché au CEREFIGE à l'Université de Lorraine, donc ça s'inscrit davantage dans la thématique 1. On est un laboratoire en sciences de gestion et en économie financière. Et ma question revenait un peu sur l'aspect pluridisciplinaire. Est-ce que le projet peut en quelque sorte se borner à des sciences humaines et sociales, ou est-ce que il peut être pertinent, voire indispensable, de se rattacher à d'autres laboratoires en sciences dures pour peut-être faire jouer les complémentarités? Non, le projet peut parfaitement, alors je ne vais pas dire se borner parce que les sciences humaines et sociales, c'est un domaine très très vaste, autant que les sciences dures. Donc non, on peut très bien rester dans un projet intégralement en sciences sociales, enfin sciences humaines et sociales. Voilà, ça c'est pas. S'il y a une pertinence d'ajouter une équipe en sciences plus dures, mais si vraiment il y a une valeur ajoutée, c'est-à-dire une contribution, on va dire, un peu équitable et intéressante et qui conduit à l'interdisciplinarité. Oui, pourquoi pas, c'est tout à fait, mais c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas du tout une obligation ni une commande, hein, c'est, voilà, D'accord, parfait, merci beaucoup.
Y a-t-il d'autres questions? Oui, quelle est la question, Laurence, sur les workshops? Je vois que... Alors, comment ça se fait que Laurence Fournaison n'ait pas accès au son? Ça y est, on vient de m'autoriser. Je ne sais Ah, pas c'est d'où bon, ça sort. parfait. Voilà. Oui, merci. Je voulais savoir au niveau des workshops, parce qu'a priori, on vient avec une lettre d'intention qui est... Non, pas, on n'a pas encore le retour des lettres d'intention, c'est ça? Sur les workshops, comment on fait le lien entre différentes équipes? Comment on marie différentes équipes? Si j'ai pas bien compris, parce qu'on peut venir avec son consortium, soit on Oui. vient tout seul. Et à ce moment-là, comment se fait l'alchimie pour fédérer du monde? Alors, ce qu'on a l'intention de faire, c'est justement, hein, c'est donner l'opportunité aux porteurs de lettres d'intention. Les workshops vont être plutôt thématiques, hein, comme on l'a dit. Donner la parole aux porteurs de lettres d'intention. Alors, on vous donnera un petit cadrage pour présenter, hein, en amont du workshop. Donc, et l'idée après, c'est de dire ce que vous voulez faire, ce qui éventuellement vous manque, et voir si on arrive à trouver la compétence en face. Et notamment, bon, la contrainte, évidemment, c'est d'avoir trois équipes. Donc, si vous arrivez déjà avec des équipes et en disant il m'en manque une, deux, etc., c'est mieux que d'arriver tout seul, évidemment, parce qu'il y a un risque de ne pas trouver d'autres partenaires. Mais l'idée, c'est vraiment de présenter et puis après d'échanger et puis de réfléchir sur des possibilités. Donc, ce sera animé par les directeurs de programme, hein. Donc on peut être bredouille à l'issue du workshop. C'est une possibilité qu'on peut envisager, oui, Ok. exactement, parce qu'on n'est pas, on ne sait pas qui va répondre, qui va se mobiliser, etc. Ça, c'est difficile à anticiper. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Si, Remarque ça. Oui, s'il y a des points vas-y. s'il y a des points qui ne sont pas clairs, que vous devez approfondir et que vous n'aurez pas pensé au fur et à mesure de vos réflexions sur la rédaction des intentions, comme il est indiqué à l'écran, n'hésitez pas à nous contacter, soit via le site de l'ANR, donc vous avez, Fabrice vous a donné l'adresse, et sur le site de dépôt des projets, enfin, pardon, dépôt des lettres d'intention de l'ANR, il y a un email de contact, et donc vous pouvez nous contacter aussi via les canaux PEPR Spleen qui sont indiqués à l'écran, soit via notre site web, il y a une zone contact dédiée à ça, soit via notre page LinkedIn aussi. N'hésitez pas à utiliser tous les canaux euh, qui sont à votre disposition. Évidemment, vous pouvez nous contacter aussi par mail directement, moi, au Fabrice, au Pierre ici présent, qui est le chargé du programme Spleen. Merci, Pierre, il vient d'indiquer à l'écran l'adresse mail auquel vous pouvez nous contacter aussi. Y a-t-il d'autres questions brûlantes? S'il n'y a pas, je pense que Jack, je ne sais pas si tu veux dire un mot de conclusion. Euh, un mot
ça a été expliqué. Chacun envoie sa lettre d'intention. Il y a un comité de sélection de ces lettres d'intention. Et ensuite, il y a en place On t'entend très mal, hein, Jack. On t'entend très mal, Jack. Désolé. que des consortiums finaux. C'est relativement important. Bon, malheureusement, on entend très mal Jack. Oui, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que voilà, on peut arrêter maintenant. Voilà. Et on espère vous voir nombreux au mois de juin pour les workshops avec plein d'idées à creuser et vous aider à construire les consortiums qui alimenteront cette AMI. Et si moi j'ai une dernière question, si on ne peut pas participer au workshop, si on est déjà pris à ces dates-là, il y a quelqu'un qui peut nous représenter? Oui, tout à fait, Oui, oui. oui. Donc le porteur du projet, s'il peut participer, c'est tant mieux. S'il peut pas, ça serait bien qu'il soit quand même représenté pour défendre son idée, parce que s'il y a personne pour défendre son idée, ça va être compliqué de construire quelque chose à partir d'une chaise vide, quoi. Bien sûr. Merci. Et on était bien entendu contraint de fixer les dates à l'avance, parce qu'on ne peut pas se conformer à la disponibilité de tous les gens que l'on ne connaît pas encore qui vont participer à ces workshops. C'est sûr. Ok, bon, je pense qu'on peut en arrêter là. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Désolé pour les ennuis techniques du départ. Et on bonne vous dit à journée. bientôt. À bientôt.